il y a des salles pleines partout en France, donc il y aura un texte de loi à l'Assemblée nationale. Je ne peux pas vous dire quand, j'espère rapidement, et je ferai tout pour, croyez-moi. Et quand je suis déterminé, je ne le suis pas à moitié. Donc il y aura une loi. Ensuite, reste à en définir évidemment le contenu. On en parlera sans nul doute ce soir. Vous dire qu'avec cette nouvelle loi, ça sera la 5e loi sur la fin de vie en France en 25 ans. Ce que je souhaite, fondamentalement, c'est que la loi que nous voterons, je l'espère, en 2024, soit une loi pour les 25 prochaines années. Et que, parce que la France n'aurait pas le courage de regarder finalement la mort les yeux dans les yeux, on ferait encore une loi des petits pas, encore une loi du compromis, encore une loi de ce qu'il faudrait être un équilibre, et sur laquelle on devrait revenir inévitablement dans 3, 4 ou 5 ans. Moi, je souhaite qu'on puisse légiférer, voilà, comme l'avait fait Simone Veil en 1974, sur un texte qui marque une avancée forte et qui finalement répond à la même logique. Que se passait-il avant 1974 ? Vous aviez soit des exils, soit la clandestinité. Soit les femmes partaient à l'étranger, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, pour se faire avorter, soit elles avaient recours, déjà, hypocrisie du vocabulaire, aux faiseuses d'anges, avec le risque d'y perdre leur vie ou d'y rester définitivement stériles. Que se passe-t-il aujourd'hui ? Même si encore mercredi, dans un débat avec Jean-Jacques Bourdin, alors pas avec lui, mais avec un contradicteur fort sympathique au demeurant, mais qui me dit c'est pas vrai, il n'y a pas d'euthanasie clandestine en France. Je lui ai fait répéter 3 fois pour que les auditeurs entendent bien. J'allais dire, il suffisait de lire Alain Juppé la semaine dernière dans le Figaro, qui expliquait que un fils pouvait-il avoir la cruauté, je cite sa question, un fils peut-il avoir la cruauté de laisser mourir son père dans d'atroces douleurs lorsqu'il a une maladie incurable ? Je n'ai pas eu cette cruauté et le médecin non plus. Voilà, donc les euthanasies clandestines existent, malheureusement, dans ce pays. Alors quand je dis malheureusement, je dis heureusement, dans le sens où ce sont souvent, très souvent, des gestes d'humanité, de compassion, mais malheureusement parce qu'en tant que législateur, mais aussi en tant que citoyen, je ne peux pas me satisfaire de la clandestinité quelle qu'elle soit. Et que la clandestinité, c'est là où, quand j'entends parler de dérives possibles, c'est dans la clandestinité que les dérives peuvent éventuellement avoir lieu. Et moi, je me bats, évidemment, pour que nous puissions avoir une loi qui nous protège de dérives éventuelles, comme toute loi. Quand vous légiférez sur le droit à la légitime défense, eh bien, parfois, il y a des gens qui se croient obligés de sortir de la loi. Eh bien, voter une loi sur la fin de vie, c'est poser un cadre et de faire en sorte que ce cadre soit respecté et que l'on sorte de cette forme d'hypocrisie dans le pays qui ne veut pas regarder la réalité. La réalité, j'ai essayé de la retracer, j'ai 3 minutes encore. J'ai essayé de la retracer à travers un rapport d'évaluation. J'ai présidé une mission parlementaire il y a quelques mois d'évaluation de la loi Claes-Leonetti. Cette loi que nous avons évaluée, j'allais dire, on en a tiré 3 conclusions pour faire très simple, très court et très réducteur. Premier point, la question des droits des patients est encore mal connue des Français. Peu de Français font leur directive anticipée, peu de Français savent ce qu'est la personne de confiance, et nous avons proposé un certain nombre de dispositions pour cette future loi, afin que, à la fois, les droits des patients soient confortés, parce que ça a été un combat. Vous savez, il y a 25 ans, la question même du fait qu'un malade demande et obtienne l'arrêt des traitements, c'était pas forcément une évidence. Donc ces avancées-là en termes de droits des patients, ces avancées devront être confortées dans le futur texte de loi qui comprendra effectivement, comme l'a dit Laurent,
3 parties principales. Les droits des patients, et moi je tiens aussi à ce qu'on y intègre la question de l'accompagnement du deuil, extrêmement importante à mon sens, et on l'a vu pendant la période du Covid. La question du deuil, elle est fondamentale, et du départ, et on reviendra sur la question de l'aide active à mourir, parce que c'est aussi la question du départ, de la façon dont le malade part, et la façon dont les proches l'entourent. C'est fondamental pour le deuil. Deuxième point, les soins palliatifs. Soins palliatifs, ce sont des services exceptionnels. Ce sont des soignants exceptionnels. Les unités de soins palliatifs sont des lieux d'humanité absolument admirables. Et moi, je ne peux que saluer le travail qu'ils font. Il y a un problème en France en termes de nombre de structures de soins palliatifs. Il y a 21 départements qui n'ont pas d'unité de soins palliatifs, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de soins palliatifs dans ces 21 départements, mais il n'y a pas d'unité de soins palliatifs, c'est-à-dire les centres qui sont, j'allais dire, les plus spécialisés et qui accompagnent les malades les plus en souffrance. D'ailleurs, je précise toujours, et j'aurais dû le faire d'emblée, que quand on parle de la fin de vie, parce qu'il y a quand même une question de sémantique dans le débat de la fin de vie, où certains mots font peur, l'euthanasie, on nous renvoie. Agnès Firmin-Lebaudot annonçait ou déclarait assez récemment qu'elle était assez opposée à ce que le terme euthanasie figure dans le texte de loi. Oui, alors doit-il ou non y figurer selon vous? Vous savez, alors, dans cette question de la fin de vie, c'est vrai que les mots parfois peuvent faire peur, parce que bon, moi je vous le dis, ayant défendu l'aide active à mourir dans ma proposition de loi de 2021, dont l'article 1, je dois le rappeler, a été voté par 83% des députés. L'article 1 qui... vous m'applaudirez quand la loi sera définitivement votée, parce que malheureusement, il y a une obstruction parlementaire avec 4000 amendements qui me sont tombés sur la tête et qui ont fait qu'on n'a pas pu aller jusqu'au bout. Mais néanmoins, c'est vrai que l'euthanasie, moi je vous citerai pas les horreurs que je peux entendre sur ce mot, le suicide assisté, qui aussi peut faire peur, et puis c'est vrai que quelque part, moi je me bats pour la prévention du suicide, notamment pour les jeunes, c'est dramatique, les jeunes qui se suicident. Donc il peut y avoir des confusions de mots. C'est pour ça que moi dans ma loi, je parlais d'aide médicalisée active à mourir. Voilà, pour que les choses soient claires, sans utiliser peut-être des termes qui font peur. Et elles le sont. Mais je veux dire que la fin de vie, en tout cas telle qu'on l'aborde ce soir, ça n'est pas parler de la vieillesse. Ça n'est pas parler de la vieillesse. C'est parler de la maladie incurable. Je suis désolé, je ne veux pas faire une fixation, mais j'ai entendu une éminence encore s'exprimer à Marseille il y a quelques jours. Sa phrase était faite de confusion totale en parlant de personnes âgées, isolées, qui auraient théoriquement droit à une mort douce. Mais on ne parle pas de personnes âgées. Ou alors on parle de personnes âgées malades, atteintes de maladies incurables. Mais malheureusement, Laurent évoquait Vincent Lambert ou Vincent Imbert, ils avaient à peine 50 ans. Et ils étaient en fin de vie. Beaucoup plus jeunes. Et plus jeunes pour Vincent Imbert. Absolument. On va peut-être justement laisser la parole à DMD. Représenter ici Ariane Brochard. D'habitude, quand il cite